Nous avons avec nous en visuel l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, André-François Giroux. Bon après-midi, Monsieur Giroux. Bon après-midi à vous. Merci de m'accueillir. Comment ça va, Monsieur Giroux? Ben, écoutez, c'est sûr que on est très préoccupé par la volatilité de la sécurité à Port-au-Prince. Ces dernières semaines, on a vu vraiment les gangs accélérer leurs activités et c'est évidemment une source de préoccupation pour tout le monde, mais c'est surtout pour les pauvres familles qui sont déplacées, évidemment, qui doivent quitter leur quartier. Donc, la situation humanitaire s'enlise. Les chiffres de gens déplacés, les chiffres de gens en insécurité alimentaire, les chiffres de gens en conditions de famine ne font qu'augmenter. Donc, c'est très, très, très préoccupant, évidemment. Ce serait difficile de ne pas mentionner la situation politique qui demeure préoccupante aussi. Le Conseil présidentiel a choisi de faire un remaniement ministériel, changer le premier ministre, de changer la majorité des ministres. Et bon, évidemment, notre point de vue, c'est que on est en situation de crise. Le plus important, le plus criant, c'est de se concentrer sur les trois fonctions de la structure de transition qui sont essentiellement rétablir la sécurité, organiser des élections et avoir un cadre d'imputabilité pour évidemment l'impunité et la corruption. Malheureusement, ces changements aux plus hautes sphères de l'État sont source de délais parce que les gens doivent prendre leurs fonctions, doivent prendre acte des dossiers. Mais bon, c'est la situation auquel on fait face et je pense qu'à quelque part, les gangs ont profité de cette distraction au plus haut niveau de l'État pour essayer d'asseoir leur territoire, leur mainmise sur Port-au-Prince. Mais Monsieur l'ambassadeur, il y a un acteur extrêmement important dont on n'a pas parlé tout de suite au début. C'est l'international qui a fait des promesses, entre autres, éventuellement de convertir cette force MMAS en une force de maintien de la paix, à tout le moins d'équiper cette force pour ce qu'elle est présentement, de manière à pouvoir faire face à l'ennemi, les bandits. Mais ce n'est toujours pas fait. Oui. Bon, sur la question d'une force de maintien de la paix, c'est définitivement un objectif qu'on appuie, mais il faut être bien lucide, bien conscient que ce n'est pas la solution miracle qui va régler, qui va amener la sécurité à Port-au-Prince demain. Malheureusement, on parle de processus lourds, longs. Il faut déjà que le Conseil de sécurité s'entende. Une fois que le Conseil de sécurité s'est entendu, le secrétaire général doit faire des recommandations, des options. Après ça, il y a toute la question de la Constitution. Donc, de notre point de vue, c'est c'est un projet, c'est quelque chose qu'on appuie, mais il faut ça fait partie du plan de l'année prochaine, 18 mois dans l'avenir. Aujourd'hui, ce qu'on a sur le terrain, c'est une police qui fait des miracles avec l'appui d'une mission multinationale de maintien, d'appui à la sécurité, qui, elle aussi, euh, travaille 24/7. Le problème auquel on fait face, évidemment, c'est que cette mission est toujours en mode de déploiement. Donc, elle se voulait plus de 1000 effectifs sur le terrain. Nous sommes à peu près à 400. On travaille très fort pour créer les conditions pour que les effectifs additionnels puissent venir, mais je ne mentirai pas, l'insécurité ou l'incertitude au niveau politique n'aide pas. La fermeture de l'aéroport devient un autre obstacle à contourner. Il y a aussi des problèmes logistiques, malheureusement, qui s'avèrent assez compliqués à mettre en place, une capacité de MEDEVAC, d'évacuation médicale pour que certains autres effectifs puissent se joindre. Mais je peux vous dire que nous nous attendons prochainement à ce que la force soit renforcée.
de plusieurs centaines d'effectifs additionnels. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut les accepter, il faut les prendre, il faut les célébrer, mais ça reste une force en déploiement. Mais j'ai l'impression, Monsieur l'ambassadeur, qu'il y a un objectif de la communauté internationale. Par exemple, vous nous dites ça aujourd'hui que les effectifs vont s'adjoindre à ces 400 policiers qui sont déjà sur place. Mais vous voyez, il n'y a aucune communication qui se fait de cette manière-là, aussi directe et aussi claire de la part des dirigeants actuellement en place. De sorte que on dirait qu'il y a deux agendas, un agenda de la communauté internationale, mais un agenda méconnu de la part des autorités en place. Ben, l'agenda de la communauté internationale, il est définitivement d'appuyer la mission multinationale d'appui à la sécurité qui est sur le terrain. Je vous mentirai pas, ce n'est pas facile de convaincre des partenaires de se joindre à nous. Le Canada demeure le deuxième contributeur en importance à cette force. Évidemment, les Américains ont construit la base, ont équipé la force. Le Canada est le premier contributeur financier dans le fonds d'appui pour payer pour beaucoup de ces équipements, le salaire des policiers qui sont sur le terrain. On travaille à grandir le groupe. On est toujours à la recherche de contributeurs additionnels et aussi de pays qui sont prêts à fournir les ressources humaines, les policiers qui seront sur le terrain. Donc, là, ça, c'est l'agenda de la communauté internationale sans équivoque, mais comme je vous dis, c'est un travail que nous faisons en diplomatie, dans les capitales, pour vraiment encourager les partenaires de la CARICOM, les partenaires régionaux, mais aussi les autres partenaires traditionnels de se joindre à nous de façon importante. Pour ce qui est voilà, c'est un peu ce que j'ai à partager. J'espère que ça vous rassure. Il n'y a pas d'autres agendas. Évidemment, comme on expliquait, on travaille en parallèle pour mettre en place la transition, mais on est bien conscient que c'est aujourd'hui qu'il faut appuyer la mission d'appui multinational parce que c'est celle qui est sur le terrain et c'est celle qui peut faire le travail maintenant. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir, compte tenu que c'est une question qui concerne les Haïtiens, est-ce qu'il ne devrait pas avoir un seul agenda entre la communauté internationale et les autorités haïtiennes pour que l'on s'assure que les choses se fassent de la bonne manière? J'ai moi-même l'impression que les autres ne savent pas, mais je parle de ces dirigeants du CPT, ne savent pas quoi faire et n'ont pas de projet comme tel pour avancer, pour faire avancer le dossier. Je ne crois pas je ne partage pas votre analyse. Ce que je vous ai expliqué, on le partage de façon tout à fait transparente avec le Conseil présidentiel de transition, qui est saisi évidemment du rétablissement de la sécurité, qui évidemment souhaite que les choses avancent et que la sécurité revienne. La réalité, c'est que c'est une tâche immense où ce n'est pas une science exacte. Donc, les résultats se font attendre. Mais il y a quand même des résultats. C'est ça qu'il faut pas, il faut jamais. Là où je vous dirais, c'est que les gangs sont très bons pour communiquer les ratés, mais dans toute opération, il y a toujours des choses qui ne vont pas nécessairement comme prévu. Mais je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup d'opérations qui ont été qui ont eu beaucoup de succès et qui ont permis justement de repousser les gangs et à la limite de reprendre contrôle de certains secteurs. Vous avez parlé, Mais il y a pas oui, je ne pense pas qu'il y a de disconnect entre les agendas. On travaille en étroite collaboration avec le gouvernement en place, justement pour faire avancer la sécurité. parce que vous avez parlé de distraction tout à l'heure au sein de l'équipe. Oui, il y a une très grosse distraction
Entre autres, c'est trois personnes du Conseil de sécurité qui doivent veiller à ce qu'il y ait une imputabilité de ce gouvernement et puis qui eux-mêmes sont cités ou indexés dans une question de corruption et qui font partie encore de ce Conseil présidentiel de transition. On entend de plus en plus un son de cloche de la part de l'international, à savoir que ces gens-là devrait se démettre ou il devrait être démis et trouver une formule. Or, vous avez cet accord du 3 avril qui devrait donner, comment dirais-je, une autorisation à la majorité de ce Conseil de faire quelque chose, mais cet accord n'est toujours pas publié. C'est vraiment une grosse distraction et ça tient occuper la population et moi-même aussi. Oui. Euh, L'articulation de la solution à ce problème qui effectivement entache la crédibilité de la structure de transition demeure à être définie. C'est-à-dire que de notre point de vue, c'est au CPT de trouver une solution, et les secteurs qui l'ont créé, à s'asseoir ensemble et à trouver une solution pour permettre à la structure d'aller de l'avant. Parce qu'on est rendu à un point où les choses ont avancé à un point où ça devient difficile, je pense, pour ces trois individus de rester engagés complètement, dans la mesure où il y a des accusations qui ont été portées suite à une enquête sérieuse et qui concluait qu'il y avait des allégations sérieuses et des preuves sérieuses pour juger qu'il y avait lieu à poursuivre le processus. Notre position, ça a toujours été que c'est important que les individus euh, collaborent avec la justice et qu'on laisse la justice suivre son cours. Mais je partage un peu votre analyse qui a l'effet qu'on est rendu à un point où ça devient une question de crédibilité pour la structure de transition dans son ensemble. Et je sais que le CPT et les secteurs qui l'ont créé, parce que le CPT est essentiellement la représentation des secteurs prenants, les secteurs qui se sont rassemblés en mars dernier à Kingston pour proposer une structure de transition que la CARICOM a endossée et que le Canada a célébré. Une transition inclusive, une transition qui se voulait rassembleuse de tous les secteurs qui avaient le potentiel qu'on souhaitait avoir à l'intérieur autour de la table plutôt qu'à l'extérieur en opposition et qui pouvaient avoir le potentiel de discréditer ou de s'opposer aux actions. Aujourd'hui, on a un problème. Il y a des différends entre les secteurs qui ont créé la structure de CPT et les membres du CPT. Nous les encourageons à s'asseoir ensemble, à trouver une façon de rétablir les ponts et une solution acceptable pour tous pour aller de l'avant. Et ça, encore une fois, je pense que c'est une priorité définitivement de rétablir ce dialogue, cette représentativité, cette inclusivité de tous les secteurs au sein de la structure. Monsieur l'ambassadeur, revenons à l'agenda de la communauté internationale. Vous avez un nouvel inconnu dans l'équation. À partir du 20 janvier, c'est un nouveau locataire à la Maison-Blanche qui n'a pas d'atome crochu bien avec les Haïtiens, n'est-ce pas, et qui promet de rapatrier à tour de bras ces gens-là, immigrants illégaux. Il y a un certain nombre qui peuvent se retrouver en illégalité à partir du 20 janvier, même s'ils ont reçu l'accord de l'ancien président pour être avec un visa sur le territoire, et plein d'autres qui sont en situation déjà illégale. Et ce président du 20 janvier a déjà classé Haïti comme une expression qu'on aime pas trop citer. Donc, on comprend qu'il n'y a pas beaucoup d'atomes crochus avec les Haïtiens. Donc, c'est le premier contributeur, les États-Unis, de la MMAS. Si Donald Trump, comme président des États-Unis, se retire subitement, comment vous allez continuer ce dossier? C'est une bonne question.
Je ne souhaite pas spéculer sur l'avenir. Ce que je peux vous dire, c'est que nous demeurons engagés entièrement maintenant. Et l'administration Biden est très engagée en ce moment. Ils essaient vraiment de faire le plus possible d'ici le 20 janvier pour bien asseoir la structure de la mission, s'assurer que le camp où elle est logée soit bien outillé, que les effectifs et l'équipement nécessaire pour faire les opérations. Donc, on a vraiment une administration Biden qui est sur les stéroïdes, si vous permettez l'expression, en ce moment pour essayer d'en faire le plus possible avant le 20 janvier. Bon, le reste, ça demeure une inconnue. C'est pas la première fois qu'il y aura une transition politique. Donc, nous, évidemment, nous demeurons engagés sur la sécurité, à appuyer la PNH, à appuyer la mission, à former, à équiper parce que c'est nécessaire. Et je pense que cette évidence-là sera aussi une conclusion pour la prochaine administration américaine que une Haïti insécure n'est pas nécessairement dans l'intérêt des États-Unis, peu importe l'administration en poste, et on espère que ce sera la conclusion à laquelle ils arriveront, évidemment. Évidemment, de temps en temps, nous avons quelques petites victoires de la part de la PNH. Récemment, à Pétionville, ils ont freiné les gangs qui voulaient Mhm. monter à Pétionville. Dans quelle mesure, parce qu'on dit qu'il existe au bas mot 12 000 encore policiers dans cette police nationale, il y a quand même 400 étrangers dans le pays pour la MMAS. Dans quelle mesure, s'il y a un bon travail qui est fait, on pourrait effectivement, à tout le moins, repousser les bandits, faisant en sorte qu'ils ne soient plus un obstacle à la libre circulation dans le pays et surtout à la réalisation de bonnes élections dans le pays. Ouais, c'est une tâche immense, effectivement. Les bandits, leur association est rarement tenable, donc elle dure rarement longtemps. Nous, ce ne sont pas la tête, le contrôle des gangs, ce sont peut-être des gens qui ont une certaine expérience, mais très vite, ce qui est dramatique en fait, parce que beaucoup des effectifs sont des enfants pas du tout formés. Donc, c'est sûr qu'il y a, euh, ce n'est pas une force très sophistiquée et la PNH a développé des capacités stratégiques, tactiques très efficaces. C'est vraiment impressionnant, appuyé évidemment par la mission. Donc, c'est une question il faut voir ça sur la durée, mais je pense que les conditions sont en place avec une force qui sera en déploiement, qui aura un jour atteint sa force de frappe. Je pense qu'on a des raisons d'avoir confiance que la sécurité va revenir et puis éventuellement une transition vers une mission de maintien de la paix qui, elle, pourra consolider et s'assurer que le démantèlement des gangs, dans la mesure du possible. On travaille aussi, évidemment, parce que c'est une clé cruciale à resserrer les frontières pour éviter le trafic des armes. Ça a été reconnu, le Canada travaille avec l'OEA là-dessus pour augmenter la capacité haïtienne pour justement faire le contrôle. Il y a des plans pour avoir euh, des navettes maritimes pour justement contrôler les côtes d'Haïti. Donc, ça fait partie du déploiement de la mission multinationale. Donc, tout ça prend du temps, malheureusement, mais tout ça est en train de prendre forme et ça va fermer les taux sur la capacité des gangs de renflouer leurs munitions et aussi éventuellement de continuer leurs activités. Évidemment, derrière tout ça, il faut toujours reconnaître qu'il y a une élite haïtienne qui alimente à l'occasion les activités des gangs et c'est pour ça que le régime de sanctions du Canada est si important. C'est un régime qui demeure dynamique. On est toujours à l'affût de nouvelles informations.
de notre liste de 31 sanctionnés, elle est open-ended, si vous me permettez l'anglicisme, c'est-à-dire que si on a des informations sur des gens qui alimentent cette insécurité, qui font preuve d'une corruption ou d'abus de droits de l'homme, on n'hésitera pas à les ajouter à nos listes. Et la beauté des sanctions canadiennes, c'est que ce n'est que le début. Elles ont une portée limitée parce que c'est des sanctions nationales, mais nous travaillons aussi en étroite collaboration avec nos partenaires pour que l'ONU suive, pour que les autres partenaires qui ont des régimes de sanctions en place ajoutent ces individus à leur propre régime de sanctions. Tout ça prend du temps, mais je tiens à le rappeler que le, 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 le Canada, là-dessus, a fait preuve de beaucoup de leadership et beaucoup des sanctionnés canadiens se sont retrouvés sur les listes des autres partenaires. Donc, à quelque part, ça a un impact. Et l'idée ici, je le mentionne parce que c'est l'objectif des sanctions, c'est de changer les comportements et on y croit beaucoup et on sait que ça a aidé. Donc, c'est important de maintenir cette pression sur cette élite qui pourrait être tentée d'utiliser ces moyens pour essayer d'influencer le cours des choses. Alors, monsieur l'ambassadeur, tout à l'heure, vous n'étiez pas d'accord avec ma logique cette fois-ci, là, je ne suis pas d'accord avec cette logique, étant donné que ça prendrait beaucoup plus que ça, vouloir changer les comportements. Exemple, imaginez que l'ancien président Michel Martelly est indexé après le Canada par les États-Unis d'avoir importer de la drogue ou permis d'importer ou d'exporter de la drogue aux États-Unis. Et il est seulement indexé sur une liste et voilà toute la sanction, alors qu'on a débarqué des forces au Panama pour aller chercher Antonio Noriega et puis Michel Martelly s'en tire avec son nom sur une liste. Ça sert à quoi? Ça aide? De quelle manière? Nous regardons, nous assistons actuellement. Les choses n'ont pas changé. Haïti reste un territoire de drogue où on largue des drogues qui se retrouvent aux États-Unis encore. Qu'est-ce qui a changé? Ben, c'est une machine qui va livrer ses résultats en temps et lieu. Je peux vous le certifier. Il y aura, je sais que on commence avec une sanction, on développe un dossier criminel, éventuellement des accusations sont portées et la suite des choses. Bon, Alors évidemment, vous pour mettez vous, le doigt sur, excusez-moi, mais monsieur l'ambassadeur, ça n'a pas, pardon? excusez-moi, pour vous, il est possible encore pour les États-Unis de porter des accusations de trafic de drogue à Michel Martelly, l'ancien président d'Haïti? Ben absolument, absolument. C'est aux États-Unis de faire l'enquête et de constituer la preuve, évidemment, mais je sais que ça fait partie du plan. Et il y a aussi la responsabilité haïtienne à faire la même chose. Tout à fait. Et écoutez, Haïti est dans la situation où elle est en ce moment parce qu'il y a une impunité généralisée depuis des décennies. Et c'est sûr que, en parallèle avec le rétablissement de la sécurité, nous travaillons aussi très fort à essayer de reconstruire le système judiciaire haïtien. Mais ça, encore une fois, c'est un grand chantier et il faut définitivement ne pas le négliger. Donc, je peux vous dire, le Canada est impliqué au niveau humanitaire, au niveau du développement, au niveau de la sécurité, de l'appui à la PNH, de l'appui à la masse, mais on a aussi des fonds importants dans le basket fund de la justice, justement pour permettre à ce système de se développer parce que ça, on ne pourra jamais aller de l'avant si on ne règle pas une fois pour toutes cette question d'impunité qui est à la source, à mon avis, de tous les problèmes de gouvernance auxquels fait face Haïti en ce moment. Monsieur l'ambassadeur, dernière question. Euh, on a parlé de l'inconnu aux États-Unis, mais dans quelque temps, on risque d'avoir un nouveau chef pour Ottawa. On risque, c'est toujours possible, des élections ici au Canada, etc. Est-ce que vous pensez que la nouvelle administration, éventuellement, une nouvelle administration, un nouveau premier ministre,
au Canada auraient les mêmes attentions que Justin Trudeau comme Premier ministre libéral par rapport à un autre parti au pouvoir à Ottawa. Donc, vous avez raison, le calendrier électoral canadien est tel qu'il y aura des élections d'ici octobre 2025. Donc, il y aura une campagne électorale, il y aura un nouveau gouvernement qui sera formé, qui peut être formé de l'ancien gouvernement ou d'un autre parti. Ça c'est la réalité démocratique. Ce qu'on a vu à travers les années, c'est que la relation Canada-Haïti, elle a survécu au changement de gouvernement. Moi, j'ai aucune crainte que ça demeurera toujours un dossier important pour le Canada, dû à nos liens historiques, nos liens communautaires, nos liens de notre tissu social multiculturel canadien qui est tel que on se sent ce devoir et cette responsabilité d'accompagner Haïti dans des solutions haïtiennes pour les Haïtiens. Évidemment, la tâche est immense, mais moi, je peux vous garantir, je peux vous garantir, je sais que l'engagement canadien va demeurer de façon stratégique pour aider le pays à rétablir sa démocratie, à développer une gouvernance, à lutter la corruption et l'impunité. Voilà. Et l'impunité. Alors, Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'on va faire comme la dernière fois, prendre une petite gageure que la prochaine fois qu'on va se parler, ça sera pour nous dire de bonnes nouvelles, parce que cette fois-ci, vous ne l'avez pas gagné, hein? Non, on dirait qu'on fait du surplace, malheureusement. Mais j'espère qu'une fois le nouveau cabinet bien en selle, euh, avec des nouveaux effectifs à la mission multinationale, on sera en mesure là, de commencer concrètement à voir des résultats tangibles. Mais il y a des belles choses qui se passent tous les jours ici. On a tendance, c'est la nature humaine, de toujours se concentrer sur les mauvaises nouvelles, Donnez-moi mais un je suis exemple de bonnes choses, Monsieur l'ambassadeur. ben, on continue. Bon, évidemment, la police repousse avec la MAZ. Il y a on nourrit des écoliers avec des repas chauds tous les jours, avec des fonds canadiens, le programme alimentaire mondial. Il y a un appui qui se fait aux déplacés. C'est sûr que bon, il y a beaucoup d'humanitaire qui se fait, mais il y a aussi beaucoup moi, j'ai des contacts avec les secteurs prenants, j'ai des communications régulières avec les organismes de droits de l'homme. Bon, il y a des préoccupations, mais en même temps, il y a vraiment un tissu là, important de gens qui croient à l'avenir du pays. Et tous les jours, je suis fasciné, rassuré par la capacité des Haïtiens à continuer. Parce que c'est pas facile, c'est pas des situations faciles, Ce matin, j'ai lu dans mais le vous avez une bonne Nouvelliste. patte. J'ai lu Pardon? dans le ce matin, j'ai lu dans le Nouvelliste du jour ou d'hier, là, savoir que maintenant, on commence à vivre une nouvelle réalité dans les provinces qui sont coupées, le sud coupé du reste du pays, tout comme le nord, et il n'y a pas de possibilité qu'il y ait du transport de marchandises à droite et à gauche. Les prix montent vraiment très haut. C'est pas de Mhm. l'inflation, c'est plus que ça. Alors, c'est un pays qui ne peut plus tenir dans les conditions et il faut absolument qu'on trouve une solution parce que Absolument. c'est intenable. Donc, Oui. on ne prendra pas de résolution, mais j'espère que vous allez être avec nous pour les fêtes au Canada. Oui, je pense. On fera venir un avion directement pour vous, monsieur l'ambassadeur. Non, non, je ne sais pas où je vais passer les fêtes, soit ici, soit avec ma famille, mais c'est difficile pour le capitaine de quitter le navire, mais bon, Pendant que le navire prend l'eau. non, 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 c'est une mauvaise métaphore. Je dois garder le fort. Voilà, c'est peut-être une meilleure métaphore. Mais écoutez, merci pour vos bons vœux. Et puis,
nous, on tient, on reste très engagés. On s'organise pour continuer à appuyer nos Canadiens ici. Donc, pour vos auditeurs qui ont de la famille en Haïti, évidemment, nous sommes toujours là pour les assister. Les Canadiens ici en Haïti, ils devraient pas hésiter à communiquer avec nous s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour eux. Évidemment, on demande aux gens d'être vigilants, comment je pourrais Prudent. dire, de ne pas prendre la route inutilement, de s'assurer d'avoir des réserves, des provisions chez soi au cas où le quartier est fermé pour quelques jours. Mais on demeure complètement engagé à appuyer nos Canadiens ici à Port-au-Prince et dans le reste du pays. André-François Giroux, ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, je vous remercie encore une fois d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi, monsieur l'ambassadeur. Merci, merci à vous pour votre intérêt continu. Puis je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir.